Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Gislain Cougo. Le bulletin d'information, bienvenue à tous. Plan d'assistance humanitaire, les grands axes d'intervention pour sa mise en œuvre au profit des populations déplacées des régions anglophones viennent d'être définis. Leur application sur le terrain début de la semaine prochaine. L'information est du Premier ministre Philemon Yank au sortir de la première journée de concertation avec les administrations en charge des différents secteurs que touche ce plan d'aide humanitaire. Le plan gouvernemental d'assistance a été officiellement lancé le 20 juin dernier. D'un montant total de plus de 12 milliards de francs CFA, il prévoit la reconstruction de 10 000 logements, la réhabilitation des centres de santé, des écoles et des points d'eau détruits, un appui en entrant et cheptel pour l'autonomisation financière des déplacés, la sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques d'hygiène. Sur les 10 milliards de francs CFA requis en urgence, les autorités camerounaises ont déjà reçu plus de 800 millions de francs CFA. Crise anglophone, l'ONU décide d'intervenir. La coordinatrice du système des Nations Unies en poste à Yaoundé vient d'informer le gouvernement de la décision de l'institution mondiale de dépêcher une mission humanitaire dans les deux régions en crise. La décision est contenue dans une correspondance de Madame Allegra Del Pilar Baoshi datée du 22 juin dernier et adressée au gouvernement. Dans cette correspondance, teintée de saupoudrage diplomatique usuel, la diplomatie onusienne se félicite d'abord de la création par le chef de l'État du plan d'assistance humanitaire d'urgence qui à ses yeux traduit la reconnaissance par le pouvoir de Yaoundé de la déliquescence de la situation humanitaire dans les deux régions en crise depuis près de 2 ans déjà. Il faut noter que la correspondance des Nations Unies à Yaoundé intervient seulement 2 jours après le lancement officiel par le Premier ministre du plan d'assistance humanitaire d'urgence mis en place par le chef de l'État à hauteur de 12 milliards 700 millions de francs CFA. Le bulletin d'information sur ITFM 103, la suite, plan triennal spécial jeune. Le gouvernement va procéder au lancement officiel de la carte jeune biométrique le 11 juillet prochain. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, a fait cette annonce à Maroua dans la région de l'extrême nord. C'était au cours de la cérémonie de lancement de l'opération Vacances scolaires et universitaires citoyennes et patriotiques. Le lancement de la carte jeune biométrique est une étape cardinale qui offre la possibilité aux jeunes de bénéficier du financement que le chef de l'État a dégagé dans le cadre du plan triennal d'urgence en faveur de la jeunesse. Avec la dite carte, ces jeunes auront la possibilité en outre d'avoir accès à des services préférentiels et à divers appuis sociaux de base offerts par les différents acteurs publics et privés. Festival Écran Noir prévu du 13 au 22 juillet prochain. La 22e édition va connaître la participation de plusieurs pays. 17, c'est le nombre total de films que va présenter le Cameroun au cours de ce festival du 7e art. En plus du Cameroun, la Tunisie, l'Ouganda, le Bénin, l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Maroc, le Mali et le Sénégal vont présenter eux aussi leur production. Pendant une semaine, les villes de Yaoundé et Douala vont servir de cadre au déroulement de ce rendez-vous du film africain. Plusieurs catégories ont été maintenues à cet effet. La catégorie Afrique centrale, par exemple, va compter des films provenant du Cameroun, du Congo, du Gabon et de la République démocratique du Congo. Hormis la projection des films, les festivaliers pourront profiter des séances de formation et participer à des conférences-débats prévues dans les 2 métropoles. L'actualité internationale. Guinée équatoriale, l'opposition a accueilli avec prudence l'annonce d'une amnistie totale pour les prisonniers politiques et opposants par le président Teodoro Obiang Nguema, attendant maintenant des actes. Dans un décret lu à la télévision, le président Obiang Nguema, qui dirige le pays depuis 1979, a accordé l'amnistie totale à tous les citoyens condamnés par les tribunaux pour des délits politiques dans l'exercice de leur activité, purgeant ou non leur peine. Et si elle est appliquée rapidement, cette mesure spectaculaire devrait se traduire par la libération de 21 militants de CI
condamné en février à plus de 30 ans de prison, notamment pour sédition. L'objectif affiché de l'amnistie est, selon le président Obiang Nguema, de permettre une large participation de tous les acteurs politiques à un dialogue national prévu du 16 au 21 juillet prochain. Il s'engage à garantir liberté et sécurité à tous les participants à ce dialogue, auxquels ont été conviés et seront présents pour la première fois la société civile, l'Église et la communauté internationale. Djibouti vient d'inaugurer ce qui doit devenir à terme la plus grande zone franche sur le continent africain, destinée à lui permettre de tirer pleinement profit de sa situation stratégique à l'entrée de la mer Rouge. Lors d'une cérémonie dans la capitale Djibouti-Ville, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a vanté les mérites d'un projet phare, point culminant de plusieurs récents projets d'infrastructure allant dans le sens du renforcement et de la place de Djibouti dans le commerce et les échanges internationaux. Situé le long d'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde entre Océan Indien et Canal de Suez, Djibouti a inauguré en 2017 3 nouveaux ports et une ligne ferroviaire le reliant à l'Éthiopie dans le cadre de son projet visant à devenir la plateforme commerciale de la région. La zone franche connectée aux principaux ports de Djibouti est destinée à diversifier l'économie djiboutienne, créer des emplois et attirer des investissements en permettant aux compagnies étrangères d'être exonérées de taxes et de bénéficier d'un soutien logistique de qualité. L'actualité internationale se poursuit. En Afrique du Sud, la mise aux enchères de la cellule de Mandela fait des vagues. La décision d'une fondation de mettre aux enchères une nuit dans la célèbre cellule de Nelson Mandela a suscité la vive colère du gardien des lieux, le musée de Robben Island, qui a fermement refusé toute exploitation. Le mouvement CEO Sleep Out a justifié son initiative en expliquant que les fonds récoltés serviraient à financer un programme d'éducation des détenus. Mis à prix à $250 000, le petit carré de béton foi ou l'icône de la lutte anti-apartheid, accroupi pendant la majeure partie de ses 27 ans d'incarcération, a déjà suscité des offres allant jusqu'à $300 000. Selon la fondation, le musée de Robben Island a fait savoir que quel que soit le prix payé par l'euro gagnant, il était catégoriquement exclu de lui offrir la grille de la fameuse yole. La fondation Nelson Mandela a indiqué être totalement étrangère à cette initiative. Aux États-Unis, pendant ce temps, le directeur de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement démissionne, emporté par une vague de scandales retentissants. Depuis sa nomination, Scott Pruitt, un climato-sceptique, a dépensé des sommes considérables pour assurer le confort de sa fonction aux frais du contribuable. Le président américain a annoncé sur Twitter avoir accepté sa démission. Il était visé par une dizaine d'enquêtes et sa position n'était plus tenable malgré la protection du président. Depuis son arrivée à la tête de l'Agence de protection de l'environnement, quasiment pas une semaine ne s'est écoulée sans qu'une nouvelle affaire ne suivienne. Train de vie somptueux, utilisation de fonds publics à des fins personnelles, liens douteux avec les lobbyistes. La liste des scandales est interminable. Scott Pruitt a par exemple fait installer une cabine téléphonique sécurisée dans ses bureaux pour $43 000 et son bilan à la tête de l'agence se résume en une ligne: détruire un maximum de règles instaurées sous l'administration Obama pour protéger l'environnement. L'actualité des sports. Sport, football, les championnats suspendus, c'est ce qu'on a appris jeudi dernier. La Ligue de football professionnel du Cameroun, réunie avec le syndicat des clubs d'élite, ont décidé de la suspension des différents championnats nationaux pour défaut de moyens financiers. À 5 journées de la fin de la MTN Elite 1 et à 10 journées du terme d'Elite 2, les acteurs devront patienter avant de connaître les dénouements. C'est Coton Sport de Garoua qui est le leader du championnat de première division au Cameroun, tandis que Canon de Yaoundé fait tout pour revenir dans l'élite. CAN 2019, la Confédération africaine de football CAF va mener au Cameroun une 3e visite des sites et infrastructures devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2019 du 7 au 14 août prochain. Si sur certains chantiers on a observé des mouvements d'humeur principalement à cause de longs arriérés ou encore des conditions de travail déplorables, les choses semblent avancer dans le bon sens, même si on note que beaucoup de choses restent à faire.
La pression initiale mise sur le pays organisateur par le nouveau président de l'instance Ahmad Ahmad s'est nettement amoindrie. Sauf que maintenant que le Maroc a tout perdu sur le plan international, Ahmad Ahmad pourrait revenir à la charge en cas de pépin et de décider de l'octroi du mandat au royaume chérubin. Sur l'ensemble des chantiers, le gros œuvre n'est toujours pas terminé à 5 mois de l'échéance de décembre 2018. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du bulletin d'information sur ITFM Radio. Nos programmes se poursuivent. Hit Radio.